Ils ne se sont fait aucune concession. Pendant 4 heures, les 11 candidats à l'Elysée ont débattu à la télévision française. Un format inédit et des échanges parfois musclés sur l'Europe et l'emploi notamment. L'horreur en Syrie, une attaque chimique présumée a fait 58 morts et 170 blessés à Idlib selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'hôpital qui accueillait certains blessés a ensuite été bombardé 2 fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en séance extraordinaire ce mercredi. La Guyane, toujours dans l'impasse. Ce mardi, des délégués des manifestants ont décidé d'occuper le centre spatial de Kourou. Les manifestations, elles, se poursuivent 2 semaines après le début du mouvement social. Voilà pour les titres. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'était donc un moment historique sous la Ve République. Les 11 candidats à l'élection présidentielle française se sont affrontés ce mardi soir dans un débat inédit. L'occasion pour les candidats moins connus de se révéler au grand public. Modèle social, sécurité, chômage. Pendant 4 heures, les échanges ont parfois été vifs entre les prétendants à l'Elysée et notamment sur l'Europe. Olivier Boulinck. L'Europe s'est très vite invitée dans ce grand débat, alors que la discussion portait sur le thème de l'emploi, la directive sur les travailleurs détachés est mise sur la table. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. Cette directive autorise des entreprises à employer des salariés selon le régime de sécurité sociale de leur pays d'origine. Jean-Luc Mélenchon, qui veut renégocier les traités, s'est félicité d'avoir voté contre cette mesure au Parlement européen. Il s'est opposé à Marine Le Pen, qui critique cette politique, mais qui s'est abstenue au moment du vote. Je la trouve profondément injuste Jean-Luc Mélenchon pour les travailleurs, parce qu'elle crée une priorité en réalité étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur français. Vous voulez répondre, Jean-Luc Mélenchon ? Je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient, tout me va. La présidente du Front National a proposé un référendum sur la place de la France dans l'Union. François Asselineau, lui, promet d'en sortir. Je suis le seul candidat du Frexit. Cet euroscepticisme, tous ne le partagent pas. Moi, je ne veux pas laisser s'installer une espèce de faux débat. Très brièvement. Celles et ceux qui protègent les Français en disant, en effet, on sort de l'Europe, et les autres qui seraient pour le laisser aller. Non, l'Europe, elle permet de protéger. Hors de question pour François Fillon de quitter l'Union. Lui préfère réformer son fonctionnement. On a besoin que l'Europe laisse tomber toute une série de réglementations et de politiques qui sont conduites de manière inutile et inefficace. Pour Benoît Hamon, il faut changer la politique d'austérité menée au niveau européen. Le candidat socialiste, tout comme Emmanuel Macron, a rencontré Angela Merkel le mois dernier. Voilà pour ce débat inédit donc. On en vient à ce nouveau tir de missile balistique effectué par la Corée du Nord. Information donnée par son voisin sud-coréen et confirmée dans la foulée par l'armée américaine. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé sa volonté de travailler main dans la main dans ce dossier avec Washington et Séoul. Il s'agit là du 5e missile tiré depuis le début de l'année par Pyongyang. Toujours, je vous le rappelle, sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes nucléaires et balistiques. Où s'arrêtera l'horreur en Syrie? Ce mardi, une attaque chimique présumée a fait au moins 58 morts et 170 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est passé dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Et ce n'est pas tout. L'hôpital qui accueillait une partie des blessés a ensuite été bombardé à 2 reprises. Cécile Galluccio. C'est un médecin bénévole de la province d'Idlib qui filme pour montrer au monde entier les ravages du gaz toxique. Car pour lui, aucun doute, Khan Cheikhoun, la ville du nord-ouest de la Syrie, a bel et bien été la cible d'une attaque chimique. Ce n'est pas du chlore, nous ne sentons pas le chlore sur ce patient. Les attaques au gaz continuent chaque jour et rien n'est entrepris pour les arrêter. Nous allons garder tous les vêtements comme preuve dans des sacs scellés. Si quelqu'un veut enquêter, s'il vous plaît, contactez-moi, on a les preuves. Vers 6h30 du matin mardi, les habitants d'Idlib ont été tirés de leur sommeil par des bombardements aériens. Depuis, les hôpitaux de la région sont débordés. Intoxication, suffocation, évanouissement. Parmi les victimes, de nombreux enfants. J'étais endormie quand on a été frappé. Je suis allée dehors avec papa, mais il y avait des blessures sur ma tête. Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. D'autres hôpitaux sont mieux équipés et disposent de fioles d'antidote. Mais pas assez.
compte tenu de la violence de l'attaque. Nous avons dû transférer des patients en Turquie, mais malheureusement la distance est longue et pendant le trajet, beaucoup de personnes meurent. Pour l'heure, l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner la nature du gaz, ni même l'origine de cette frappe aérienne. À plusieurs reprises par le passé, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont été émises, notamment dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. L'ONU avait alors parlé de preuves flagrantes d'utilisation de gaz sarin. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien responsable de cette attaque. Damas l'avait imputé aux rebelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence ce mercredi. Washington, Londres et Paris ont déjà mis sur la table un projet de résolution condamnant l'attaque et un bon nombre de chancelleries ont pointé du doigt le régime syrien qui lui a démenti catégoriquement toute implication. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a prévenu, Bachar el-Assad doit désormais rendre des comptes. Gallagher Fenwick est notre correspondant à Washington. Le communiqué de la Maison-Blanche est court, mais il faut faire très attention au langage qui est employé par l'administration américaine qui parle d'un acte odieux, qui dit que cette attaque contre des femmes, des enfants, des innocents est répréhensible. Ce qui est intéressant, c'est que l'administration américaine mentionne la date de 2012, qui est l'année durant laquelle le président, d'alors le démocrate Barack Obama, avait dressé une ligne rouge dans le sable, semble-t-il, en disant que si des armes chimiques étaient utilisées par le régime de Damas, eh bien les Américains répondraient. Et puis ensuite, il y avait justement eu ces utilisations avérées, surveillées, observées, rapportées par des organisations, des membres de la communauté internationale sans que les Américains n'interviennent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle eh bien, la nouvelle administration, la républicaine de Donald Trump, se sent la liberté de tenir en partie pour responsable de ce qui se passe actuellement en Syrie et notamment cette attaque chimique à Idlib. Eh bien, le prédécesseur démocrate, ça a beaucoup fait réagir. Le porte-parole de la Maison-Blanche s'en est justifié en disant que c'était à cause de ce genre de pratiques, de paroles irresponsables qui n'avaient pas été suivies de faits, eh bien qu'aujourd'hui Bachar el-Assad se sent la liberté d'agir ainsi puisque la Maison-Blanche tient effectivement le régime de Bachar el-Assad pour responsable de cette attaque au gaz sur la population d'Idlib. En même temps, cette Maison-Blanche refuse d'expliquer ou plutôt de dire s'il va y avoir des conséquences, tout du moins du point de vue des Américains, si les Américains vont engager des actions de représailles, puisque vous le savez, Donald Trump se vante d'être quelqu'un d'imprévisible et c'est une doctrine qu'il veut appliquer aussi en matière de politique étrangère lorsqu'il y a des situations de guerre comme celle-ci. Direction à présent la Russie où les enquêteurs annoncent avoir identifié l'auteur de l'attentat suicide commis lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il s'agirait d'un homme de 22 ans né au Kyrgyzstan et de nationalité russe. Le bilan s'est alourdi ces dernières 24 heures puisque les autorités parlent désormais de 14 morts dont vraisemblablement le kamikaze est Ethan. À l'entrée de la station, les passants déposent quelques fleurs en hommage aux victimes. Dans les couloirs du métro de Saint-Pétersbourg, la sécurité a été renforcée, mais le souvenir de l'attentat est encore dans tous les esprits. Les gens étaient très choqués et ne réalisaient pas l'ampleur de la tragédie. Tout était confus. J'ai vu plusieurs personnes blessées transportées dans des ambulances et ça criait de partout. Il est environ 14h30 ce lundi, lorsque le métro termine sa course dans cette station après la déflagration. Certains passagers se précipitent dehors, passent à travers les fenêtres qui viennent d'être soufflées. D'autres se frayent un passage difficilement, puis les premières victimes sont évacuées. Selon la ministre russe de la Santé, le bilan s'élève désormais à 14 morts et une cinquantaine de blessés. Les autorités affirment avoir formellement identifié l'auteur présumé de l'attentat, un jeune homme de 22 ans originaire du Kyrgyzstan. Un pays qui, avec la Tchétchénie et l'Ouzbékistan, a vu un nombre important de ses ressortissants rejoindre les rangs du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Mais pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. L'Université d'Europe centrale dans le viseur des autorités hongroises, créée en 1991 par l'américain George Soros, elle est accusée par le président Orban de financer l'opposition libérale. Ce mardi, le Parlement a voté une loi qui pourrait bien conduire à sa fermeture prochaine. Ashren Verdian. Par 123 voix contre 38, la loi est adoptée.
Elle prévoit qu'aucune université non européenne ne pourra délivrer de diplôme hongrois sans accord préalable avec le gouvernement et sans avoir un campus dans le pays d'origine. Il est contraire aux intérêts de la Hongrie d'héberger de tels établissements, soutenus financièrement, qui échappent aux règles du jeu démocratique, qui ont pour objectif de nuire au gouvernement ou aux dirigeants légalement élus et qui tentent de modifier la décision des urnes. Principale visée, la CEU, l'Université d'Europe centrale, fondée après la chute de l'URSS par le philanthrope américain d'origine hongroise George Soros. Elle a formé depuis 14 000 étudiants, parmi lesquels de nombreux dirigeants d'Europe centrale. Viktor Orban, de son côté, a lui-même été boursier de la fondation Soros durant ses études à Oxford. Or, le président hongrois accuse aujourd'hui l'institution d'ingérence dans les affaires de la Hongrie et de financer l'opposition libérale. Mais l'université CEU est très populaire, ce serait même le meilleur établissement d'enseignement supérieur du pays. Avant même le vote de mardi, des milliers de Hongrois sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi. De nouvelles manifestations sont prévues à Budapest. Dans le reste de l'actualité, ce revers pour Patrice Talon au Bénin. À la surprise générale, le Parlement a refusé d'examiner le projet de révision constitutionnelle du président. Une majorité des 3/4 était nécessaire pour cela. Un projet pourtant phare de Patrice Talon avec la mise en place notamment d'un mandat présidentiel unique. La crise au Venezuela, ce mardi, des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants dans les rues de la capitale Caracas. Des Vénézuéliens vent debout contre le coup de force de la Cour suprême qui s'était attribué provisoirement les pouvoirs du Parlement. L'institution était finalement revenue samedi sur cette décision. 2 semaines après le début d'un mouvement social sans précédent, la Guyane est toujours paralysée. Ce mardi, Kourou a été le théâtre de nouvelles manifestations. Des délégués de manifestants ont ensuite décidé d'occuper le centre spatial, d'où décollent, je vous le rappelle, les fusées européennes Ariane. Une sortie de crise semble donc encore loin. Notre envoyée spéciale, Fanny Lothaire, est à Kourou. Et oui, c'est une mobilisation marathon ici à quelques mètres du centre spatial de Guyane où des centaines de manifestants sont réunis depuis des heures déjà en musique, vous l'entendez, entre amis, en famille, entre collègues pour soutenir la trentaine de membres des collectifs et des syndicats qui sont en ce moment dans le centre spatial avec le directeur du centre. Ils espèrent faire peser les négociations dans leur sens grâce à ce sitting pacifique. Le directeur est libre d'aller et venir. Pour l'instant, seule problématique, eh bien, les ravitaillements pour ces collectifs n'ont pas été autorisés. Il compte rester ici dans ce centre spatial jusqu'à jeudi. Voilà le message lancé il y a quelques temps dans cette nuit ici à Kourou pour peser à la fois sur le Conseil des ministres ce mercredi matin. Mais si Paris ne les entend pas, disent-ils, eh bien ce sera à l'Europe de les entendre puisqu'ils attendent avec impatience ce jeudi le PDG d'Ariane Espace pour peser dans les négociations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe. À la une, bien sûr, ce soir, le débat présidentiel à 11, un débat inédit sous la 5e République. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.